Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette matinale de l'information sur votre chaîne internationale d'information en continu, Canal 2 Info, où nous allons parler ce matin du renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, la formation au pouvoir au Cameroun. Nous parlerons ici du fonds routier et poser un certain nombre de questions sur les orientations données à cet argent débloqué par les pouvoirs publics pour aménager les routes. Nous parlerons aussi de l'argent du péage et du pesage routier ce matin. Avant d'ouvrir dans les minutes qui vont suivre une autre page consacrée à la politique internationale, nous parlerons tour à tour de la présidentielle en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry et bien évidemment du côté de la Tanzanie. Madame, Monsieur, merci une fois de plus de rester fidèle à nos programmes. Lille Piedou, bonjour. Bonjour Louis Roger, bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Alors ça nous fait plaisir de vous avoir toujours sur ce plateau, surtout lorsque vous nous apportez des très bonnes nouvelles au sujet de ce renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique peuple camerounais. Et vous nous faites savoir que là, la machine est véritablement lancée. Tout à fait, Louis Roger, l'opération a démarré il y a déjà pratiquement 2 semaines sur l'ensemble du territoire national pour ce qui est du renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. La semaine dernière, on a assisté à la réunion centre-est du côté de Yaoundé, une autre réunion à Ebolova avec Madeleine Tchuente, la dernière réunion après celle de Douala. On a eu hier soir une réunion à Edea dans la Sanaga maritime. Il est question donc de lancer finalement le processus de renouvellement des organes de base du RDPC et des organisations spécialisées. Les présidents de commissions régionales de suivi de ces opérations procèdent dans les différentes régions aux installations des commissions départementales. Il faut dire qu'au cours de ces réunions, les militants ont été appelés à la discipline, l'impartialité, l'objectivité, la neutralité, le dialogue, la disponibilité, la transparence. Vous savez que des querelles internes animent ce Rassemblement démocratique du peuple camerounais depuis plusieurs moments déjà. Il est question donc pour ce parti-là de renaître d'une autre façon, d'éviter les guéguerres, d'éviter les guerre de personnes, d'éviter donc les coups bas qu'on a pu assister. Et les candidats devront convaincre par leurs idées, leurs propositions. Le trafic d'influence, le recours à l'argent seront sévèrement sanctionnés, car dit-on de ce côté-là, c'est une opération de démocratie interne. Il n'est pas question de guerre, il est plutôt question de jeu politique. Et il faut dire, le Roger, que le secrétaire de ce parti-là ce matin a rendu public un communiqué faisant état de ces personnes-là qu'on retrouve au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui démissionnent pour briguer des postes. Il a plutôt précisé qu'il est hors de question de retrouver des démissions en cascade parce que les uns et les autres veulent se positionner dans le parti. Seule une étude appropriée de Jean Kueté pourra donc gérer ce problème-là. Donc voilà un tout petit peu quelle est l'ambiance au niveau même du renouvellement des organes de base au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc ce qui voudrait dire qu'on n'a pas encore enregistré quelques grincements dedans, que tout se passe bien et que cette discipline du parti est respectée. Pour le moment, c'est ce qui est prescrit. Pour le moment, que ce soit par les différents responsables dans chaque région, pour le moment, on exhorte les militants, la transparence, on exhorte l'objectivité, l'impartialité. Bref, pour le moment, l'ambiance est plutôt bon enfant. On n'a pas encore, même si de façon indirecte, on retrouve un peu des guéguerres entre personnes, entre positionnement de X ou de Y, mais pour le moment, tout se passe plutôt bien. Alors surtout que la phase la plus importante n'est pas encore là, puisqu'il sera question de revoir pratiquement l'organigramme de cette formation politique de la base jusqu'au sommet. Et vous savez bien évidemment ces querelles observées souvent, ces personnalités qui sont toutes très influentes. Ouais. Mais cette fois-ci, on saura véritablement qui est militant de base, qui est un militant de sous-section, de la section, etc. Donc ça ne sera pas
du tout facile, surtout qu'on sait que l'argent circule tout à fait. Vous l'avez si bien dit, hein, l'argent circule et selon le président national de ce parti-là, il est question de remettre le RDPC au summum, c'est-à-dire de faire du RDPC un parti véritablement démocratique, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc il est question, vous avez vu que dans les commissions, il y a des personnes qui ont été exclues carrément au niveau de certaines responsabilités. Il y avait des membres du gouvernement qui, avant, étaient chargés obligatoirement de gérer X ou Y commission, mais pour le moment, presque tout le monde a été exclu de cette action-là. Vous comprenez que la politique mise sur pied par ce président national est de rendre son parti plus viable, donc sur le plan national et pourquoi pas international. Pour le moment, l'heure est à l'apaisement, l'heure est à la transparence, l'heure est donc à l'appel, à la mobilisation générale de tous pour respecter les idéaux de ce parti-là. Donc pour les personnes qui aiment bien faire circuler l'argent au sein de ce rassemblement démocratique du peuple camerounais, le secrétaire parle de sanctions sévères à l'encontre de toutes ces personnes-là qui ne respecteront pas les règles mises sur pied, les règles donc initiées par le président national Paul Biya. Merci Lille Piedjou d'être passé ce matin pour nous parler du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui est en train de renouveler ses organes de base. On espère que cela se fera en respectant son slogan, comme vous l'avez dit, paix, unité, autant pour moi, progrès et démocratie. Tout à fait. Très bonne journée à vous. Bonne journée, on se retrouve demain. Je retrouve dans une poignée de secondes le temps pour moi de recevoir Serge Bondje, avec qui nous parlerons des routes. Bonjour les Roger. Retour sur le plateau de la matière d'information sur votre chaîne internationale d'information en continu. Si vous prenez seulement l'antenne, Serge Bondje, bonjour. Bonjour Louis Roger Nadé, mesdames, messieurs, merci d'être sur Canal 2 Info. Alors nous parlons ce matin des routes et surtout de ce fonds routier qui est arrêté par les voies publiques pour aménager nos routes. Mais vous relevez pour le déplorer que cet argent est disponible, mais nos routes sont toujours dans un état de délabrement avancé. État de délabrement avancé, on peut le souligner en parcourant les principales routes du Cameroun. On va évoquer un chiffre d'entrée de jeu, 100 milliards de francs CFA. C'est un montant qui est prélevé au niveau du budget de l'État chaque année pour accompagner les projets routiers. Un fonds qui vient ainsi reconforter les pouvoirs publics dans ce qui est fait sur le plan de l'aménagement des routes et surtout de la création de nouvelles routes même, voire des entretiens et même le désherbage sur certains espaces, donc sur la voie publique, ce qui n'a pas été l'objet pendant un bon bout de temps. Aujourd'hui, donc, c'est un projet qui a été mis en place par l'ancien ministre en charge donc, des Travaux publics, Patrice Ambasala, qui s'en va. Un projet qui va voir déployer pratiquement 8,4 milliards de francs CFA dans les principales routes du Cameroun. Un projet qui va concerner essentiellement 4 régions du Cameroun, la région du littoral, la région du nord-ouest, du sud-ouest, et on parle aussi également d'autre part de la région de l'ouest Cameroun, donc nord-ouest, ouest, littoral. Et bien sûr, ces régions viendront, sud-ouest, viendront apporter de la plus-value en termes de circulation des biens et des personnes. Lorsqu'on sait encore que là où la route passe, le développement suit. Donc, c'est un des projets qui reste en veilleuse aujourd'hui avec le nouveau ministre donc, en charge des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, qui va apporter sa touche particulière pour résoudre également ces problèmes de manière succincte. On va évoquer peut-être d'entrée de jeu le second plan qui concerne les péages. Où va l'argent des péages? C'est vrai que beaucoup de gens se posent bien entendu des questions à cet effet. On a toujours des routes calamiteuses. Dans le cadre de cet entretien ce matin, on va d'ailleurs évoquer également par la même occasion l'une des descentes tout récentes de l'un des leaders, sinon le leader de l'opposition camerounaise, Ni John Fundi, qui est allé interdire même la mise en place ou alors le fonctionnement d'un péage dans sa zone, dans sa circonscription en Tarikon, ce qui a poussé non seulement le courroux des pouvoirs publics, mais les populations ont rencontré le même assentiment que Ni John Fundi parce qu'il fallait ne plus permettre d'encaisser de l'argent, pourtant les voies ne sont pas entretenues. Alors là, c'est quand même... au départ, on parlait d'une innovation. On se disait que cet argent devait permettre à ce que l'on bouche les nids de poules, à ce qu'on aménage, qu'on défriche les abords
des axes routiers, ben, on s'est rendu compte que cet argent-là sert plutôt à des fins inavouées et aujourd'hui, au lieu des nids de poules, nous avons plutôt des nids d'éléphants. D'aucuns diraient même des cratères. Finalement, on n'arrive plus à circuler sur nos principaux axes routiers. Et puis, on se pose bien des questions de savoir entre l'argent qui est mis à disposition par le gouvernement de la République à travers le ministère des Travaux publics et aussi celui qui est géré dans le cadre de l'entretien des nationales, tel que cela peut être fait par les communautés urbaines. Cette bataille qui reste entre guillemets un peu ouverte parce qu'en fait, on s'accuse mutuellement dans le cadre des projets qui sont mis en place. Il n'y a pas véritablement unicité dans la mise en relève de ces projets-là. On ne va pas évoquer ici même les appuis au financement concernant les routes qui viennent de certaines organisations internationales. Donc c'est encore là-bas un autre pan à suivre si on voudrait voir de près la mise en œuvre donc, de ces financements qui sont accordés au niveau de l'utilisation même des routes au Cameroun. Beaucoup font le constat et le constat qui est clair avec le poids assez lourd des véhicules qui circulent sur nos espaces routiers. On a également les corridors, hein, le cas de prendre simplement Douala, Bangui, N'Djamena pour le trafic dans la zone CEMAC qui reste très difficile. D'ailleurs, c'est dans ces axes quelque peu accidentogènes. On indique aussi clairement dans cette zone-là qu'on a du mal à pouvoir circuler alors que l'État avait pris l'engagement de pouvoir à chaque fois rafistoler, d'aucuns diraient même, on parle même de saupoudrage, même de ces espaces-là, pourquoi pas, voir un peu comment par endroit remettre un peu dans un état assez acceptable nos principaux axes routiers. Mais ça reste encore de plus en plus difficile parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge. La preuve sur nos principales nationales, pour ne prendre que le cadre national numéro 3. Alors numéro 1, on va voir que là-bas, il y a d'interminables nids de poules, ce qui est d'ailleurs non seulement à la base des accidents de la circulation que l'on rencontre un peu partout, mais aussi ne permet pas à ce que les zones qui sont concernées soient assez développées. Et derrière même le petit arrêt qu'on marque dans un petit creux ou alors dans un petit lac de cratère, comme on tente de les baptiser ici, ça devient très difficile. À ces espaces, même, il y a des sortes de petits commerces ou alors des cas d'agression qui sont observés dans ces zones-là. C'est donc l'interpellation faite ce matin à l'endroit des pouvoirs publics, mais aussi de chaque citoyen camerounais. Parfois, il y a des jeunes qui ont organisé, même si ce n'est pas sur la nationale, même si légalement ce n'est pas reconnu, des séances d'investissement humain le week-end pour essayer de boucher un peu les nids de poules un peu partout dans les quartiers, même si ces quartiers-là restent à la merci des communes d'arrondissement. Il faudrait effectivement que parfois le reprofilage des voies secondaires soit ainsi poursuivi parce qu'il y a un budget dans les communes, dans les communautés urbaines, élaboré par les pouvoirs publics pour accompagner même l'entretien de ce réseau routier-là. Donc je pense que c'est une belle initiative en prenant pratiquement dans ces 4 régions du Cameroun 46 tronçons qui sont bien identifiés pour mettre en œuvre la politique vue et décrite par le chef de l'État pour accompagner donc l'émergence du Cameroun lorsqu'on sait encore qu'il y a un pan très important qui nous attend lors des grandes compétitions internationales. Le Cameroun va abriter la Coupe d'Afrique des Nations de football 2016, donc également 2019. Il faudra qu'on soit à pied d'œuvre et qu'on ait des routes vraiment de qualité. On a vu le projet tel qu'il a été mis en place. Il a même d'ailleurs été adressé à l'endroit de la Chine, qui est un partenaire assez technique du Cameroun dans le cadre de ces différents projets. Le Cameroun propose donc de pouvoir avoir un appui venant de la Chine de pratiquement 500 milliards de francs CFA. Ce n'est pas rien, mais c'est très important parce que ça nous permettra d'asseoir une certaine autonomie dans le cadre de la gestion même de ces différentes compétitions, mais aussi de la circulation des biens et des personnes. Merci Serge Bondier d'être passé pour nous apporter ces quelques éléments d'information pour comprendre quand même qu'il y a de l'argent qui est disponible, mais qu'il faudrait juste que cet argent puisse servir à quelque chose. Une petite précision peut-être avant de partir, mais c'est de dire qu'on a bien sûr d'entrée de jeu posé la question de savoir où va donc l'argent des péages. On peut aider les pouvoirs publics à travers une solution, même s'il y a des jongleries. On a vu tout à côté de nous, que ce soit au Gabon, que ce soit en Guinée équatoriale, des pays sur le plan économique qui ne valent pas le Cameroun si notre pays se remet véritablement au travail, même si le document de stratégie pour la croissance et l'emploi tel que dicté par les pouvoirs publics n'est pas véritablement utilisé parce que c'est une sorte de socle, une bible pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. On sait quand même qu'il faut essayer de penser à la privatisation de ces espaces-là, parce que lorsqu'on a un espace qui peut produire de l'argent, on n'a même pas la traçabilité véritable dans ces fonds qui sont encaissés, parce que tout se fait manuellement. Donc vous arrivez à un péage au Cameroun, ne parlons pas de l'état dans lequel se situe ce péage-là, mais on voit que les tickets sont encore coupés à l'emporte-pièce, comme si c'était à l'époque de Mathusalem. Donc il faut qu'on respecte un peu quelques créneaux, qu'on essaye de rendre
plus développée de manière technologique avec des péages désormais avec des cartes identifiables. Vous n'avez pas besoin de manipuler les devises parce que l'argent, c'est dans les banques. C'est les banques qui ont besoin de ces financements-là pour effectivement accompagner les projets. Mais nous avons besoin simplement des cartes pour traverser ces péages. Ainsi, on peut avoir la traçabilité sur les valeurs, sur l'argent encaissé, sur les recettes même des péages annuels. Et ainsi, l'État peut tabler et voir comment financer les projets pour le bonheur des populations locales, notamment celles qui devraient bénéficier en principe de l'argent de ces péages. Ne faites pas seulement les calculs. Si vous allez dans la région de l'Ouest, entre Douala et Bafoussam, il y a combien de péages et combien d'argent ça peut faire? Bon, allez-y donc savoir. Je ne voudrais pas m'aventurer dans ces calculs assez étourdissants, parce que là, on parlera plutôt de des milliards de francs CFA. Merci Serge Boldier d'être passé donc ce matin. Merci. Voilà. On va parler dans une poignée de secondes de la politique et cette fois-ci sur le continent et voir au-delà. Retour sur le plateau de la matière d'information sur le canal de Info, votre chaîne internationale d'information en continu. La secte islamiste et radicale Boko Haram a frappé ce week-end 2 cibles au Tchad et à l'extrême nord du Cameroun, faisant pratiquement 50 morts et plusieurs blessés. Avec vous et nos spécialistes sur ce plateau, nous allons essayer de comprendre, bien évidemment, la genèse de cette secte islamiste et radicale. En commençant déjà, bonjour Elie Smith. Bonjour Roger. Alors moi, je voudrais qu'on commence par vous pour ce rappel historique, parce qu'on parle aujourd'hui de Boko Haram, mais on souhaiterait bien savoir où est parti ce mouvement terroriste qui aujourd'hui fait des malheurs aussi bien autour du bassin du lac Tchad, nord-est du Nigeria, aujourd'hui au Cameroun. Alors dites-nous quelque chose. Oui, Boko Haram, pour beaucoup de gens, croient que c'est quelque chose qui a commencé aujourd'hui. C'est un peu plus vieux comme l'histoire du Nigeria et vieux comme les grandes régions. Il faudra savoir que les régions du nord du Cameroun et du nord du Nigeria ont une grande civilisation que les régions équatoriales de l'Afrique n'en ont pas. Je crois souvent par orgueil, nous ne voulons pas accepter. Mais pour la petite histoire, ça commence d'abord en 1945 par un Camerounais qui s'appelle Mohamed Maroua, qui avait créé une organisation qu'on appelle les Maïtessines. Les Maïtessines faisaient la même chose que Boko Haram faisait aujourd'hui, mais lui, il avait été tué en 80 et on ne sait même pas là où on avait enterré jusqu'aujourd'hui parce que c'était une figure emblématique. On les appelle les Moudjahides. Ça, dans l'islam, c'est les gens qui créent une certaine genre de révolution dans le mouvement islamique. Le cas populaire que nous avions eu, c'est le cas de Ousmane Danfodio, et qui a fait l'expansion de l'islam jusqu'au Cameroun et s'était arrêté à Kouré au Nigeria. Mais maintenant, pour ce récemment-là, nous avions parlé hier du cas de Aboubakar Shakau. Beaucoup de gens croient qu'Aboubakar Shakau continue toujours à contrôler Boko Haram. Non. La Oumma a déjà mis Aboubakar Shakau hors d'état de nuit. Les gens qui sont qui contrôlent Boko Haram aujourd'hui sont 2 individus. Un est camerounais, il s'appelle Mahamat Nord, et l'autre est nigérien, il s'appelle Khaled Badawi. Badawi, c'est un monsieur qui est proche de Mokhtar Bel Mokhtar, celui qui est le patron de l'AQMI, celui qu'on appelle le Bogne, qui opère entre le sud de l'Algérie et le nord du Mali et le Niger. Et c'est les gens qui ont 2 écoles. Il y a l'autre qui est proche de l'État islamique et l'autre qui est proche de Al-Qaïda. Normalement, Al-Qaïda et l'État islamique sont en concurrence. Mais au Cameroun ou en Afrique, ils sont devenus des alliés. Donc voilà, par exemple, c'est les Khaled Barnaoui et les Mahamad No qui ont instauré, qui ont changé la physionomie de Boko Haram, de changer la guerre de positionnement maintenant en guerre asymétrique, donc preneurs des otages et poseurs de bombes, en l'occurrence, on utilise beaucoup de femmes. En ce qui concerne le Camerounais Mahamad Non, lui, il a fait ses preuves à Kandahar. Il est proche de de Mola Omar et puis de l'Égyptien, un autre Africain qui s'appelle Ayman Al-Zawahiri. Donc voilà un peu tout ce que je peux vous dire en ce qui concerne Boko Haram. Et puis encore un autre aspect que beaucoup de gens ont toujours dit, c'est l'implication du Tchad.
L'implication du Tchad, ça vient pourquoi? C'est qu'il y a un certain gouverneur de l'État du nord-est du Nigeria qui s'appelait Mohamedou Chérif, qui avait d'abord été gouverneur, qui a gagné avec l'aide de Boko Haram. Mais le problème est que Boko Haram a toujours, avant de devenir une organisation armée, contrôlé le trafic dans cette partie du pays. Quand les Mohamed Chérif ont voulu changer la donne, et elle a changé. L'accusation est parce que Mohamed Chérif a habité au Tchad et que lui a voulu à un moment avec Mohamed Nord de faire l'unification du grand djihad, donc consolider le Al-Shabaab, le Moudjahou, le Akmi et puis le Boko Haram. C'est un grand oumma africain qui fait la lutte contre les croisés comme il le présente. Et pour M. Idriss Déby, le problème qu'il est souvent accusé, en dehors du fait qu'il a gardé Mohamedou Chérif chez lui, est qu'il est marié à une Soudanaise. Et la fille est supposée être la fille d'un certain Mohamed Haroun. Et qui connaît Mohamed Haroun, c'est celui qui était le patron des Janjaweed. Et les Janjaweed sont les gens qu'on appelle les chevaliers qui a lutté contre ce qu'on appelle le Khaled Mohamed. Khaled Mohamed, c'était un ami de Bachir qui a créé ce qu'on appelle JEM, Justice for Equality Movement, donc mouvement pour l'égalité et la justice. Et la justice. Il a été tué. Mais avant ça, c'était d'abord un allié de Al-Bachir. C'est lui qui était à la tête de la résistance populaire qui faisait le djihad dans le Grand Sud. Donc, le fait que Idriss Déby est marié à la fille de quelqu'un qui était le patron des Janjaweed, qui est aujourd'hui le gouverneur de l'État du Sud, Kordofan, c'est ça qui a donné cette ambiguïté dans ce processus. Et en conclusion, c'est que Boko Haram aujourd'hui, c'est une organisation qui a muté et qui est dirigée par deux individus qui sont puissants, qui sont des fins stratèges. Voilà pourquoi nous avions ce problème aujourd'hui sur le terrain. Merci Elie Smith pour ce rappel historique qui nous permet aujourd'hui de mieux comprendre ce mouvement islamiste radical aujourd'hui que l'on appelle Boko Haram, que certains nous font croire aujourd'hui que Boko Haram aurait fait allégeance avec l'État islamique basé en Afrique de l'Ouest. Alors Patrick Christian Dobo, bonjour. Bonjour Louis Roger, bonjour à Smith. C'était un véritable retour comme ça, sur les traces historiques qui ont été servies à nos téléspectateurs. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Alors, je voudrais que l'on parte directement du côté du Tchad, où il y a quand même ce rapport de l'Institut international de recherche sur la politique alimentaire qui nous fait savoir aujourd'hui que le Tchad fait partie de ces pays, tout comme la République centrafricaine, où le taux de mortalité infantile est assez élevé, où la famine sévit. Ben écoutez, on n'est pas surpris. Ce qu'on aurait pu imaginer, c'est que finalement, la manne pétrolière du côté de N'Djamena ait pu faire reculer, n'est-ce pas, cette problématique qui a toujours été d'actualité quand même. Quand on cite souvent les pays les plus démunis de la planète, le Tchad a souvent été compté, la RCA. Le paradoxe avec la RCA, malheureusement, réside dans le fait qu'on constate en RCA, comme en République démocratique du Congo, qu'il y a quand même une manne minière importante et qui contraste avec le niveau de vie des populations de ce côté-là. Quand on se rend compte de la capacité et du potentiel en termes de richesse du sous-sol de la RCA, on se dit bien que malheureusement, ces richesses-là servent beaucoup plus à alimenter des fonds de guerre qui déstabilisent ce pays depuis des décennies et qui finalement ramènent le pays à un statut de pays très pauvre, où on a même du mal à croire finalement que toute cette richesse-là sort de ce pays pour aller ailleurs. Donc la RCA et le Tchad, épinglés par un rapport qui fait état d'une famine assez criarde, il me semble que c'est tout à fait pensable. Le Tchad nous a donné une impression d'embellie. Il faut quand même reconnaître que quand vous allez en N'Djamena, si vous y êtes allé ces derniers temps, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même une espèce de transformation, en tout cas sur le plan visible, n'est-ce pas, des infrastructures routières et d'un certain nombre de réalisations que le président Idriss Déby Itno a posées ces temps-ci. Mais quand on regarde ce qui est fait par rapport au potentiel et à la population qui va croissante, on se dit que peut-être N'Djamena en a bénéficié, mais un certain nombre de structures névralgiques, un certain nombre de répartitions qui auraient pu permettre au peuple, n'est-ce pas, de bénéficier directement, n'est-ce pas, de cette manne pétrolière n'est pas existante. On se rappelle qu'il y a quelques années, lorsqu'il y a eu un peu de discorde sur le tracé du pipeline,
quand certaines consortiums américains se sont retirés du premier projet du pipeline, on reprochait déjà à Idriss Déby d'utiliser la manne pétrolière pour s'armer. Donc il y a eu ces frictions-là. Finalement, il y a eu un accord pour le tracé du pipeline. On se rappelle que la souveraineté de l'État du côté du Tchad avait été placée en avant par Idriss Déby pour justifier l'usage de l'argent de la manne pétrolière pour l'armement du pays qui était censé se défendre. Parce qu'en ce moment-là, quand même, il y avait des brouilles au niveau des frontières. Donc peut-être que le Tchad retrouve ses vieux démons parce que la ressource pétrolière, vous savez, elle n'est pas éternelle. Et elle a des limites. Mais les problèmes sont croissants et nombreux et les populations, certainement, sont dans le besoin. Alors, ce qui veut dire, Elie Smith, que cet argent du pétrole ne permet pas à la ménagère d'avoir son pain quotidien et de pouvoir nourrir ses enfants, parce que lorsqu'on parle quand même de 4 millions et demi des personnes qui sont sous-alimentées, c'est quand même assez important. C'est assez important pour un pays comme le Tchad, et Christian l'a souligné tout à l'heure, un pays producteur de pétrole. La seule raison qu'on peut donner à cela, c'est la corruption, la mauvaise gérance. Parce que s'il y avait une redistribution équitable des revenus pétroliers, on devait déjà voir les dividendes sur la population. C'est là où il y a ce conflit éternel. Est-ce que ça sert à construire des grands aéroports, des stades de football, ou c'est essayer de mettre des infrastructures en place comme des routes partout et faire un effort pour que la population puisse bénéficier. Donc je pense que c'est un appel maintenant aux Tchadiens, au gouvernement tchadien, de revoir sa stratégie de lutte contre la corruption et aussi de lutte contre la pauvreté. Voilà, mais on peut également comprendre le cas de la République centrafricaine qui est un conflit permanent où on parle quand même de presque 2,5 millions de personnes qui sont sous-alimentées, ce qui représente pratiquement 47% de la population centrafricaine. Alors là, c'est quand même, ça peut se justifier que c'est un pays qui est permanemment en guerre. Mais lui, Roger, on se posera avant tout la question de savoir pourquoi est-ce que ces guerres interviennent. Quand vous avez près de 50%, 47%, nous frôlons les 50% d'une population qui est quand même en deçà, n'est-ce pas, du revenu moyen, qui n'a pas la possibilité de finalement vivre au minima. Parce qu'il faut le dire, vivre au minima. Ce qui a problème fondamental, les guerres dont vous faites allusion, qui, c'est vrai, appauvrissent le pays, des structures, n'est-ce pas, le pays dans son fonctionnement et les structures qui auraient pu mener au développement, ces guerres-là viennent certainement parce qu'il y a des frustrations, il y a une mauvaise gouvernance, une malgouvernance, il y a la corruption, et puis il y a cet appétit vorace parfois des leaders qui met à côté et met à mal l'intérêt commun. Et voilà donc ces situations qui nous ramènent vers ces guerres. Effectivement, on peut dire que ces guerres ont donné un coup de massue à la RCA, à son développement depuis des décennies, mais il faut revenir à l'origine pour se dire qu'est-ce qui est là à l'origine de ces guerres? Comment est-ce qu'on en arrive là? Et puis finalement, quelle est la véritable responsabilité des leaders centrafricains qui, au cours de ces années, se sont plutôt enrichis les poches? Quand on parle de pauvreté, c'est en dessous de la classe moyenne, même la classe moyenne. Mais il faut voir l'insolence et la richesse de certains leaders centrafricains. On se demande bien où ils prennent ces argents. Ils sont dans des vols, ils ont des fortunes impensables, ils se permettent de vivre au niveau d'un luxe qu'on ne peut pas qualifier. Alors là, vous n'allez pas parler de pauvreté de leur côté. Et d'où vient cette richesse? Il me semble, lui, Roger, que c'est la richesse du peuple centrafricain qui est accaparée par un groupuscule et qui finalement plonge le pays dans des différentes guerres pour des intérêts à longueur de décennies. Parlons à présent du Burkina Faso avec cette commission d'enquête qui a été mise sur pied par le Premier ministre Isaac Zida pour véritablement trouver les raisons, les motivations, les exactions, les commanditaires du putsch manqué du 16 septembre. Alors, est-ce pour vous une grosse actualité ou c'est un comité qui a été mis sur pied juste pour que certains comptes soient réglés? Voilà, lui, Roger, dommage. Moi, je garde la position que j'ai toujours eue et le regard que j'ai eu sur cette crise burkinabé. Vous savez, il me semble qu'il est plus important pour le Burkina Faso de se retrouver en face entre fils et filles d'un même pays, de parler un même langage, c'est vrai, de reconnaître les erreurs, de tourner la page et de fixer le regard vers l'avenir. Si cette commission est mise sur pied
pour qu'on ait la vérité. C'est vrai, il faut la vérité pour pouvoir passer à autre chose et qu'on puisse éviter de retomber dans les mêmes travers. C'est de bon augure. Mais si cette commission est là pour régler des comptes, on ne fera que attiser des blessures qui vont certainement se réveiller dans des années à venir. Isaac Zida, Premier ministre, lui-même était impliqué dans, pas comme acteur de ce coup d'État, peut-être victime à un quelconque niveau, mais on se souvient bien qu'il était encore lui-même membre du RSP et qu'au moment de la révolution en octobre 2014, il avait quand même tout fait de se déclarer, de s'autoproclamer président de la République avant qu'il n'y ait un revirement de situation et puis finalement qu'il s'en sorte avec le poste de Premier ministre. Donc lui-même, il n'était pas désintéressé. Alors aujourd'hui, que ce soit lui qui vienne donner des directives à une commission qui est censée être impartiale, il me semble que dès la base, déjà, les dés sont faussés. Attendons de voir ce que cette commission va produire. Qui est celui qui a nommé les membres de cette commission? Est-ce le président Michel Kafando? Est-ce le premier ministre Isaac Zida? Est-ce, on va dire, en conseil ministériel? On n'a pas suffisamment d'informations autour de cette structure. On sait déjà que l'armée est en train de travailler au niveau du tribunal militaire pour avoir la réalité et l'effectivité du déroulement de ce coup d'État. Voilà une autre commission qui est mise en place. Est-ce que le Burkina Faso ne perd pas un peu trop de temps sur la gestion et finalement la pilule à faire avaler aux vaincus de cet épisode tragique? On a du mal à croire finalement qu'il y a de la sincérité, un objectif sérieux. On a comme l'impression que la transition et ceux qui sortent vainqueurs de cette situation finalement naviguent à vue et veulent toucher tout à la fois. On parle de la commission au Sankara, on parle... Finalement, on ne voit pas très clair hein, dans ce qui se passe. Alors, Elie Smith, est-ce que vous voyez un peu plus clair dans ce qui se passe? Parce que cette commission de 8 membres a jusqu'à 30 jours pour livrer son rapport. 30 jours, c'est assez suffisant pour une enquête aussi importante, aussi délicate? Oui, moi je trouve que c'est assez suffisant. Et puis il ne faut pas, je trouve que comme je partage, je comprends Christian, mais je diverge un peu. Je crois que ce qui se passe au Burkina Faso, il faut qu'on sache là où est venu ce coup d'État. Parce qu'il y a un problème qui se passe. Ce coup d'État-là n'est pas seulement quelque chose qui est venu de Côte d'Ivoire. Là, vous avez lâché le lapsus révélateur qui n'est pas venu de Burkina Faso. Il paraît qu'il y a 2 pays qui sont suspects. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Congo-Brazzaville. Parce qu'il y a des rumeurs qui disent, et il y a des informations qui disent des fois que j'ai le mercredi, Blaise Compaoré se trouvait à Brazzaville. Et c'était pour quelle raison? Et nous savons tous les relations que entretient Brazzaville et Abidjan. Et puis, on connaît ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais de l'autre côté, au Burkina Faso, mais de l'autre côté, à la décharge de M. Isaac Zida, il y avait un certain deal qui avait été fait par les anciens RSP, on l'avait envoyé pour défendre leurs intérêts. Mais quand il est arrivé, il a vu la réalité, il a changé la veste. Je pense qu'à un moment dans la vie, il faut souvent s'adapter à la réalité des choses. Pour le Burkina Faso, pour qu'un pays soit en paix, il y a des choses qu'on doit remettre à jour, comme on a fait la commission de réconciliation en Afrique du Sud. Il faut qu'on sache qui sont les commanditaires, qui ont tué Blaise Compaoré, et là où est venu ce coup d'État, et qui sont les commanditaires. Voilà. Alors, je vous retrouve dans une poignée de secondes pour ouvrir la page spéciale consacrée à la présidentielle en Guinée-Conakry et en Côte d'Ivoire. C'est dans une poignée de secondes. Retour sur ce plateau de la matinale de l'information, parle donc de cette présidentielle. Alors, Patrick Christian, d'abord, ça commence un tout petit peu à chauffer, entre guillemets, hein, du côté de la Guinée-Conakry. Après donc la présidentielle du dimanche 11 octobre, il y a l'opposition qui annonce qu'elle rejettera donc le résultat de cette présidentielle qui serait entachée de fraude et d'irrégularité. Alors, comment analysez-vous cette autre situation? Et pourtant, tous les observateurs nous ont fait croire que tout s'était passé dans les normes. Vous vous souvenez, Louis Roger, que hier déjà, lorsque nous évoquions le déroulement de cette élection en Guinée-Conakry,
on était presque tous surpris de la mobilisation et de la quiétude dans laquelle finalement cette élection s'est déroulée au regard des récentes actions, notamment à Zérékoré, qui avait quand même laissé transparaître des signes d'inquiétude. On s'en félicitait, mais on avait bien mis un bémol sur la capacité des acteurs à accepter les résultats de ces élections. Et on avait déjà vu un signal avec la sortie de Sidya Touré qui commençait déjà à laisser présager qu'il y aurait quelque chose dans ce processus. Et voilà que dès le lendemain, les 7 partis de l'opposition se réunissent et disent rejeter les résultats avant même qu'ils ne soient rendus publics. Il me semble que la tension qu'on avait craint du côté finalement de la Guinée-Conakry peut trouver dans cette prise de position collective des velléités d'inquiétude. Pourquoi est-ce que les partis de l'opposition estiment que le processus électoral est entaché de fraude? On parle bien évidemment de dysfonctionnement au niveau du fichier électoral qui aurait été observé dans le dépouillement, où finalement on se rend compte qu'il y a des doublons plus ou moins volontaires qui ont été introduits. Et vous savez, même si on a conscience de ces faiblesses dans un jeu, un processus électoral, dès qu'on a une faille comme celle-là, on s'y accroche et on s'agrippe pour justifier éventuellement une contre-performance qu'on aurait fait. Et voilà donc la situation dans laquelle la Guinée-Conakry se trouve aujourd'hui. Bien évidemment, du côté du camp Alpha Condé, on pense qu'il y a là une manifestation de mauvaise foi. Mais avoir quand même toute l'opposition d'un coup qui se prononce sur le rejet d'un résultat, ça peut laisser matière à inquiétude. Quand on sait quand même que cette opposition-là regroupe une bonne partie de Guinéens, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? En tout cas, on souhaite que les démons de la violence ne prennent pas le pas. Tout de même, c'est ce que nous souhaitons également pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, où les pro-Gbagbo voudraient bien évidemment que rien ne se passe véritablement si toutes les revendications de l'opposition ne sont pas satisfaites. Alors, Eddie Smith, c'est pas quand même assez calme. L'on s'achève peut-être innocemment vers notre chaos en Côte d'Ivoire. Chaos, non, mais je crois qu'il y aura des tensions un peu similaires à ce qui se passe en Guinée. Mais la différence entre la Guinée et la Côte d'Ivoire est que l'opposition en Guinée est plus solide et pourtant celle de la Côte d'Ivoire est tellement émiettée. Bon, je pense aussi que les oppositions doivent un peu apprendre ailleurs. Quand vous ne voulez pas dès le début, dites non. Dites non. Ne allez pas et puis vous revenez, comme on dit, la danse des Bafia. Donc vous dansez 2 pas avant, un pas en arrière. Donc, parce que je pense qu'en ce qui concerne la Guinée aussi, comme pour abonder dans ce sens, je pense que c'est maintenant la sagesse du président sortant qui pourra peut-être calmer le jeu. S'il gagne au premier tour, il y aura des problèmes. Qu'il laisse les urnes et qu'on aille au deuxième tour et on voit si cette opposition peut s'unir. C'est quand même assez... On ne peut pas laisser. Quand vous demandez à un président de laisser, mais il laisse pour que... Non, vous savez, un président, il veut la stabilité de son pays. Nous prenons un peu l'exemple du Nigeria. Mais qui est quand même peut-être un petit coude à coude, mais pas qu'il laisse quand même que le premier tour, il peut laisser et puis il ne se retrouve pas au second tour. Ben, c'est la démocratie, parce que le problème, si les gens se plaignent déjà que la liste électorale n'était pas bonne et que pour la stabilité du pays, la paix et la stabilité d'un pays vaut que le succès individuel ou collectif d'un groupe de personnes. Alors, Patrick Christian Devoya, quand même, c'est pro-Barbeau, ou alors les adeptes de Barbeau ou rien, qui ne sont pas d'accord du choix de Charles Konan Banny comme étant celui-là qui représente toute l'opposition ivoirienne. Oui, Roger, vous vous souvenez qu'on disait déjà, il y a bien longtemps avant le début même de la campagne du côté de la Côte d'Ivoire, que les différents épisodes que nous allons vivre ne vont que constituer des actes d'un feuilleton qui concourt à crédibiliser un processus finalement destiné à reconduire M. Alassane Dramane Ouattara. Cette opposition a montré dès le départ déjà son incapacité à être constante sur une orientation et même à s'unir. On a cru que le Conseil national pour le changement allait faire exception. Les sons de cloche divergents ont déjà commencé à se faire entendre. Donc, dans cette dynamique-là, il n'y a que le camp Ouattara à la majorité présidentielle ne peut que s'en féliciter. Smith le disait, c'est une opposition émiettée, même au sein d'un conseil qui a été mis en place, elle est émiettée. Elle fait des revendications à 12 jours de l'élection, mais il est trop tard, il faut le dire.
Il est trop tard, lui, Roger, et il me semble que la machine qui est en face, celle de Ouattara et de tous ses alliés de la majorité présidentielle, a bien préparé son coup. Et peut-être même a laissé venir cette opposition-là avec ses lacunes et ses failles pour davantage crédibiliser le processus. C'est bien dommage parce qu'on sait quand même qu'en face, du côté de l'opposition, il y a des grosses têtes. Il y a des figures politiques qui sont dotées d'une expérience, qui ont la capacité et la connaissance du terrain. On se demande comment, avec autant de facilité, ces grosses figures pointues de la scène politique ivoirienne peuvent se laisser entraîner dans une orchestration aussi bien établie du camp Ouattara. Et moi, je vous le dis, lui, Roger, il y aura peut-être des remous, mais le boulevard est tout tracé pour la reconduction de Ouattara, au regard, il faut le dire, du développement et finalement des hésitations multiples de l'opposition. Donc il n'y aura pas de remous, les choses vont se dérouler comme du papier à musique, si je vous entends dire. La seule incertitude peut finalement se recenser au niveau des troubles qu'on peut connaître dans des points chauds. Souvent, on en a connu à Yopougon, on en a connu dans les fiefs de Laurent Gbagbo. Les partisans du Gbagbo-ourien eux-mêmes font face, n'est-ce pas, à une scission au niveau du FPI. On a Pascal Afin-Guessan qui joue bien le jeu de ce processus électoral. Avec lui, il emporte quand même, il faut le reconnaître, une partie, n'est-ce pas, des militants du grand FPI et des pro-Gbagbo. Donc, ça fait pas sérieux, ça fait trop léger pour s'attaquer à la machine Ouattara. Alors, je voudrais qu'on poursuive cette page consacrée à la présidentielle avec la Tanzanie qui aura son élection le 25 octobre prochain, avec ces deux anciens présidents qui vont donc conduire la mission des observateurs de ces élections générales de ce côté-là. On parle de deux anciens chefs d'État. Vous donnez quelques noms? Oui, bien évidemment, on a Amando Guebuza, l'ancien président du Mozambique, et bien aussi notre ami du Nigeria, Jonathan Goodluck Jonathan, qui a repris du service. Hein. Il n'a pas mis long pour retrouver matière, n'est-ce pas, à faire. Voilà donc, il faut simplement dire que quand on voit des anciens chefs d'État intervenir en médiateur dans un processus électoral, on peut se dire qu'ils n'ont pas sur la conscience des actes qu'on aurait pu leur reprocher ou sur le plan de la crédibilité. Peut-être Goodluck Jonathan a perdu du côté du Nigeria, mais c'est aussi une grandeur que d'accepter de partir sans mettre le pays en émoi, sans finalement chercher à s'accrocher au pouvoir. Et je pense que c'est cette reconnaissance-là que la communauté internationale lui confère aujourd'hui pour faire de lui un médiateur dans un processus électoral comme celui de la Tanzanie. Pareil pour le président mozambicain. Il me semble que c'est de bon ton, en espérant que de ce côté-là, le processus électoral va se dérouler sans heurts. Nous sortons donc de cette page consacrée à la présidentielle. Je vous retrouve dans un tout petit instant pour parler avec Jean-Christian Akam de l'éternel problème de la sous-consommation du budget au Cameroun. Retour sur le plateau de la matinale de l'information pour cette seconde page consacrée à l'économie au Cameroun et surtout sur cette question épineuse de la sous-consommation du budget. Alors Jean-Christian Akam, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce qui fait que la question se pose aujourd'hui avec beaucoup d'acuité? Il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut rassembler qui militent en faveur de ce qu'on parle aujourd'hui de la sous-consommation du budget. Parce qu'il faut dire de manière globale que le budget d'investissement public, parce que c'est de lui dont on parle, il y a des budgets de fonctionnement qui, eux, sont consommés pratiquement à 100% avant la fin du premier semestre de l'année. Donc là-bas, il n'y a pas de problème. Nous parlons beaucoup plus du budget d'investissement public. Donc, il s'agit, n'est-ce pas, d'un problème qui est décrié depuis 2013. Il s'agit d'une interpellation qui a été faite par le président de l'Assemblée nationale lors de la session de l'Assemblée nationale de novembre 2014, interpellant justement le gouvernement sur ce qu'il a appelé, Cavaillé Djegui Dibril, il a appelé la mauvaise gestion du budget d'investissement public. Il faut également dire que le budget d'investissement public, lorsqu'il est réalisé, permet de relancer la croissance et de redistribuer les richesses sur l'ensemble du territoire national. Maintenant, il se trouve que nous sommes à seulement 2 mois de la fin
de l'exercice budgétaire et nous sommes encore avec des gens qui ont pratiquement moins de 70% des dépenses dans les budgets, dans un pays où tout est à faire. Donc il est question, n'est-ce pas, qu'on se penche sur cette question pour lui trouver, n'est-ce pas, les éléments d'accélérateur. Alors comment se manifeste donc cette sous-consommation pour ceux qui nous regardent? La sous-consommation du budget se manifeste essentiellement de trois manières. Il y a d'abord le retard dans l'exécution des projets qui démarrent, mais vous allez voir un peu partout un projet avec une plaque 6 mois d'exécution, mais vous allez à 1 an et plus, le projet n'est pas encore terminé. Même ici dans la ville de Douala, vous pouvez en citer. Il y a l'arrêt des chantiers, un travail qui commence, n'est-ce pas, tambour battant, et puis quelque temps, on n'en parle plus. Et il y a d'autres projets qui ne connaissent même pas un début d'exécution. Voilà donc les trois éléments fondamentaux qui caractérisent, n'est-ce pas, les manifestations de la sous-consommation du budget. Et les causes principales, peut-on en avoir? Bon, de manière prosaïque, on va citer quelques-unes. Il y a l'absence de maturation des projets, parce que ceux qui sont chargés de soumissionner les projets, ceux qui sont chargés de les monter, ne font pas beaucoup d'efforts dans le souci, n'est-ce pas, de bien ficeler ces projets. Par conséquent, ils sont retardés. Il y a les lenteurs dans l'étude des dossiers, pas les commissions compétentes, combien se réunissent les commissions pour travailler, avec quelle fréquence. Il y a la centralisation des projets de plus de 50 millions de francs CFA. Et quand ces projets sont centralisés, ça entraîne nécessairement des lourdeurs. Il y a aussi, n'est-ce pas, entre autres choses, la modification jugée fantaisiste des documents d'appel d'offres. On peut citer également les intempéries, parce qu'il y a des zones dans ce pays où il pleut par exemple 7 mois sur 12. Comment vous pouvez réaliser un projet dans des zones comme cela? Notamment, vous savez très bien que quand on parle de l'exécution du budget d'investissement, c'est notamment la construction des salles de classe, c'est l'aménagement ou le réaménagement des axes routiers, notamment les routes en terre, c'est des choses comme la construction des centres de santé. Donc il y a des travaux qui ne peuvent pas être menés de façon régulière à cause des intempéries. Nous ne pouvons pas manquer de signaler, n'est-ce pas, pour le décrier, la corruption, le trafic d'influence. Parce que vous savez, lorsqu'un sujet est arrêté, lorsque vous avez gagné un marché, on vous dit, voilà, vous gagnez le marché, mais vous nous laissez d'abord le carburant parce que après, on ne va plus vous rencontrer. Et vous savez, la nature a quelque chose de particulier, c'est que les compétents sont de très mauvais courtisans. Et à ce moment-là, ceux qui sont compétents, ils abandonnent le projet. Et pendant ce temps, c'est les médiocres, n'est-ce pas, qui s'en emparent. Le résultat, aujourd'hui, on dit qu'il faut désintéresser, il faut exclure de l'attribution des marchés publics un peu plus de 146 entreprises. Donc, il y a ce phénomène. Il y a également un très grand écart entre le taux de marché attribué et le taux de marché effectivement exécuté. Je prends le cas de 2014. En 2014, au mois de novembre, nous étions à 89% de taux d'attribution des marchés. Mais lorsque vous regardez l'exécution physique, on était encore à 37%, alors que novembre, c'est pratiquement la fin de l'année. Alors, merci. Y a-t-il néanmoins quand même des améliorations observables? Oui, les acteurs qui sont impliqués dans le processus d'attribution des marchés publics ont fait des efforts en ce qui concerne notamment la publication du calendrier des marchés. Le calendrier des marchés venait quelquefois au mois d'avril, au mois de mars. Maintenant, au début de l'année, ou plus tard au mois de février, le calendrier des marchés est publié. Il faut dire également que dans ce sens-là, il y a des formations qui sont en cours sur la maturation des projets. Parce que lorsqu'un projet est bien ficelé, son étude est très facile et puis il passe assez rapidement. Ça facilite les procédures. On ne va plus parler, n'est-ce pas, des retards. Et puis il faut espérer avec le nouveau réaménagement du gouvernement qu'il n'y aura pas beaucoup de conflits de compétences entre les différents départements ministériels impliqués dans tout ce processus, n'est-ce pas, de l'exécution des projets d'investissement public. Merci Jean-Christian Akam pour cette information et surtout des détails bien précis pour nous permettre de comprendre cet éternel problème de sous-consommation du budget. Merci et nous espérons vous avoir jeudi. Jeudi, voilà. Le rendez-vous est pris pour jeudi. Merci. Madame, Monsieur, c'est ici que nous mettons un terme à cette matinale de l'information sur votre chaîne internationale d'information en continu Canal 2 Info. Ne quittez pas, nos programmes se poursuivent.